En 1950, avec 20 cépages, nous avions 53% du vignoble en France. Aujourd'hui, avec 20 cépages, nous avons 91% du vignoble. Aujourd'hui, le vin, quelle que soit sa qualité, etc., s'il est ennuyeux, c'est-à-dire s'il est déjà vu, il génère de la déconsommation, il génère de l'ennui. En revanche, à chaque fois qu'on fait faire une découverte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'on partage une expérience avec la volonté d'un vigneron, le choix, la vision d'un vigneron, eh ben on a envie de redécouvrir le vin et le vin fait partie de notre culture et de notre envie. Bienvenue dans Paroles de Vigne. Aujourd'hui, Louis-Victor Charvet reçoit Olivier Bourdépès, directeur général de Plémont. Bonjour Olivier, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Paroles de Vigne. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots justement ce que vous faites et où est-ce que vous êtes situé d'abord ? On est une union de coopératives qui va défendre tout cet univers des vins des IGP Gascogne, avec des vins très gourmands, très frais, qu'on a participé à créer il y a une petite cinquantaine d'années. Et puis également vraiment des défenseurs ardents du Piémont pyrénéen, des vins originaux du Piémont pyrénéen, avec ces cépages particuliers autochtones de cette région, et donc sur les appellations Saint-Mont, les appellations Madiran-Pacherinck, et puis depuis peu sur l'appellation Jurançon. D'accord. Piémont pyrénéen, si tu peux nous expliquer en un mot. Donc effectivement, on adore l'Iroulégué, on est des admirateurs absolus de cette appellation-là, mais on n'y intervient pas du tout. Bien sûr, l'appellation Jurançon, qui est un peu la plus emblématique, et puis donc Madiran-Pacherinck et Saint-Mont, qui est la dernière appellation la plus au nord du Piémont. C'est vraiment une entité particulière des vins du Sud-Ouest. On est dans la grande famille des vins du Sud-Ouest, et on a vraiment une particularité sur des cépages et un climat très lié à cet emplacement au pied des Pyrénées. Donc ça, c'est vraiment l'identité de Plémont aujourd'hui, c'est ce sur quoi vous avez construit votre identité, construit aussi les vins que vous proposez, il y a une gamme assez large. Et puis l'autre grande particularité pour vous, c'est vraiment la défense et la protection des cépages autochtones qui sont propres justement à ces terroirs du Piémont pyrénéen. Absolument. D'abord, on a une chance énorme, c'est que le Piémont pyrénéen est une richesse immense en termes de biodiversité. Le Piémont pyrénéen, au sein des vins du Sud-Ouest, c'est 3 à 4% du vignoble français et c'est près de 35 à 40% de la biodiversité viticole. Donc c'est un atout considérable pour nous. Et en plus, au regard des grands enjeux de la viticulture actuelle, que ce soit sur l'adaptation aux grands changements climatiques, que ce soit à l'adaptation aux grands changements d'attente du consommateur en termes de profil de vin, c'est vrai que nous avons la possibilité de travailler sur cette richesse immense en termes de biodiversité pour pouvoir inventer de nouveaux profils de vin, imaginer des styles de vin qui seront plus à l'heure avec leur temps. C'est le propre des vignerons que de s'adapter, ils l'ont fait depuis des millénaires. Et nous, on a ces cépages qui nous permettent vraiment de continuer à vivre un peu en harmonie avec notre moment, quoi. Et comment tu expliques que ces cépages, à un moment donné, ont été un peu oubliés? Et surtout, quels sont aujourd'hui les moyens de les remettre au goût du jour? Je sais que vous avez par exemple lancé un conservatoire des cépages. Concrètement, comment on fait? D'abord, il y a eu des grandes périodes difficiles, fin 19e, début 20e, avec l'arrivée du phylloxéra qui a ravagé le vignoble et qui a fait évidemment des drames en termes de biodiversité partout dans le monde. Et puis ensuite, il y a eu les guerres mondiales qui ont vraiment perturbé l'économie de la viticulture, qui ont fait que dans l'urgence, il a fallu produire. Donc on s'est retournés tous, plus ou moins, sur des cépages un peu plus productifs, un peu plus réguliers en termes de production, un peu plus réguliers en termes de profil de vin. Et donc on a perdu, dans ces moments-là, jusqu'aux années 70, une biodiversité, une vitesse absolument folle. Alors, c'est très vrai dans certaines régions. Nous, on a eu une chance, c'est qu'on était un peu reculés. Il y avait moins d'enjeux peut-être sur le plan purement économique sur la mise en marché des vins. Donc on a été un peu plus conservateur, je dirais, de ce potentiel de biodiversité. On a d'abord voulu arrêter l'hémorragie de la perte de biodiversité. Donc on a préservé ça au sein d'un conservatoire qui est basé à Saint-Mont et qui est le plus grand conservatoire privé de cépages en France aujourd'hui. Donc nous avons là-dedans 39 cépages disparus, tous issus du Piémont pyrénéen. Certains dont on connaît le nom, d'autres dont on connaît absolument plus rien du tout. Et ces cépages, ils ont disparu tout au long de l'histoire, alors avec quelques accidents dont on a parlé, mais pour des raisons qui étaient pour certaines valables à un moment donné et qu'il faut réévaluer aujourd'hui et qui feront l'avenir de la viticulture sur ce territoire, on est convaincus. Quels cépages vous avez identifiés avec les équipes justement qui sont les plus intéressants pour demain finalement? Écoutez, il y en a un qui est emblématique parce qu'il est le frère jumeau d'un cépage historique du Piémont pyrénéen, le cépage c'est le Tannat. Et son frère, son petit frère je dirais, qui s'appelle le Mansingue noir, il génère des alcools beaucoup plus bas que le Tannat et il génère des aromatiques assez fortes et une structure tannique un peu moins serrée, un peu moins dense que des tannates. Ça explique qu'il y a un siècle et demi, on a décidé de lui préférer le Tannat. Aujourd'hui, le Tannat reste indiscutablement le grand cépage du Piémont pyrénéen en rouge. Simplement,
Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans, c'est un être qui fait 14, 14,5 assez régulièrement à maturité aujourd'hui. On parle toujours d'équilibre, il est formidable, etc. Mais d'abord, il y a des consommateurs qui ne veulent plus de ces vins-là, donc il faut le constater, ça c'est déjà notre réalité. Dans 20 ans, il fera combien? 15,5? Est-ce qu'il fera 16? Est-ce qu'il fera 18? En tout cas, il faut travailler pour préparer ce moment-là. L'idée, c'est toujours de pouvoir anticiper ce que sera la viticulture de demain. On le sait qu'aujourd'hui, elle est très menacée par les effets du réchauffement climatique. Il y a le Montsang noir qui est très intéressant, mais il y a aussi le tardif, qui est une piste à explorer. Le tardif, c'est aussi un cépage passionnant. On peut imaginer que le vigneron, à l'époque, alors il y a 3 ou 4 siècles, qui lui a donné ce nom-là, il ne devait pas l'aimer beaucoup. Hein, parce que c'était pas quand même à l'époque une très grande qualité que d'être très, très tardif. Aujourd'hui, ça le devient. On voit vraiment beaucoup de régions dans le monde où la vigne, elle porte en fait le raisin pendant quoi? 2 mois, 2 mois et demi. Il faut s'adapter pour avoir un temps pendant lequel la vigne va pouvoir permettre d'amener une maturité, un équilibre dans son raisin qui soit optimal, quoi, et qui amène une vraie complexité au produit qu'on va générer. L'idée, c'est d'aller chercher des clés, des pistes pour justement le futur du goût du vin dans le passé et dans ce qui est dans un patrimoine très fort de cépages autochtones dans la région. Mais ce qui est aussi passionnant dans votre démarche, il y a aussi la volonté d'explorer le goût du vin. Concrètement, quels sont les goûts de ces vins aujourd'hui? L'inconvénient de ces démarches d'adaptation, c'est qu'on doit tout réapprendre de tout ça. Le Montsang noir, la première fois que je l'ai vu, on a dû remettre en place une connaissance de la manière avec laquelle on obtenait une maturité qui était la meilleure possible, des terroirs, des porte-greffes qui permettent d'exprimer ces cépages-là dans les meilleures conditions. Tu vois, on repart vraiment de zéro. C'est un temps qui est long, mais qui est extrêmement solide. Il y a beaucoup de choix technologiques et qui permettent de compenser. À court terme, pour certains, peut-être que ça peut apparaître comme une solution tenable. Nous, on croit que l'adaptation, c'est-à-dire ce temps long de remettre en place un cépage, un savoir-faire en harmonie avec son moment, c'est la seule et unique solution durable. C'est compliqué, il faut des moyens importants. Ça donne d'ailleurs toute sa valeur à nos projets collectifs. Hein. Il n'y a aucun autre projet individuel qui pourrait supporter la demande de moyens qu'il faut mettre en œuvre. Nous, le Montsang noir, je crois qu'on l'a découvert en 2001 et on a vendu les premières bouteilles de vin en 2018. Tu vois, pendant 17 ans, on a investi pour comprendre ce cépage, le réinstaller au vignoble, on avait retrouvé un seul pied et on a un retour sur investissement 17, 18, 19 ans. Comment individuellement quelqu'un peut le supporter ça? Ouais, donc on comprend que c'est complexe, ça prend beaucoup de temps en tout cas, mais ça demande aussi beaucoup de pédagogie parce que les vins du Sud-Ouest sont des vins avec beaucoup de personnalité. Aujourd'hui, ces cépages peuvent un tout petit peu modifier le goût de ces vins-là. Ça, il faut l'expliquer systématiquement à la fois au public mais aussi aux professionnels. On a une chance aujourd'hui. C'est qu'il y a une génération qui s'intéresse à ça profondément. On retrouve des consommateurs qui veulent découvrir ça. Ils veulent acheter cette histoire. Ils ont envie de découvrir une vieille variété de tomates, une vieille variété de pommes. Ils n'ont plus envie de la golden parfaite, blonde, sans défaut, etc. Ils ont envie d'avoir un truc un peu biscornu, un peu machin, mais qui a une vraie histoire, une vraie réalité. On a une curiosité, une ouverture d'esprit aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans, et ça laisse une brèche pour nous qui nous permet de croire en ce projet-là. Il y a une vigne, c'est une spécificité propre au vignoble du Sud-Ouest. Chez vous, une vigne qui est inscrite au monument historique. Il y en a très peu en France. Il n'y en a qu'une. La seule et unique vigne inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle est basée à Saragachi, donc sur le vignoble de l'appellation Saint-Mond. C'est une vigne qui a été plantée début du 19e siècle, sous Napoléon Ier. Et c'est absolument incroyable en termes d'âge. En termes de biodiversité, elle a 12 cépages disparus en son sein. Et en plus, elle est sur un format de conduite qui a totalement disparu, qui est la conduite au carré, qui était une conduite qui existait autrefois, qui permettait aux bœufs de passer en tous sens. Il n'y avait pas vraiment de rang prédéfini. On passait en tous sens un peu comme dans des arbres fruitier, si tu veux. Et donc, pour ces raisons-là, elle a été classée, et c'est évidemment une ressource énorme pour nous, pour raconter l'histoire de ce territoire-là. Parmi elles, on a retrouvé des cépages qui ne seront pas seulement un musée, qui feront partie de l'avenir, des moyens qui nous permettront de nous adapter aux grands changements auxquels nous avons à faire face. Et ça, ce qui est formidable aussi, c'est qu'on peut les voir, et c'est que le public peut se rendre sur place. C'est déterminant. Et évidemment, j'invite tous les gens qui se passionnent un petit peu pour cette histoire à venir découvrir ça. C'est un patrimoine, il y a forcément une émotion qui se passe, on voit l'immensité de l'enchaînement de 7, 8, 9, 10 générations de vignerons qui ont travaillé ce vignoble pour l'amener jusqu'à nous, et
sans gagner un centime, hein, parce que c'était les vins de la consommation de la maison, en réalité, qui étaient faits sur ce vignoble-là. La biodiversité, le maintien du patrimoine, c'est quelque chose sur lequel il y a eu une hémorragie terrible. En 1950, avec 20 cépages, ce que l'on connaît le plus, le chardonnay, le sauvignon, le merlot et le pinot noir, nous avions 53% du vignoble en France. Aujourd'hui, avec 20 cépages, nous avons 91% du vignoble. C'est-à-dire que ce qu'on raconte, nous, nos Mansins noirs, nos tardifs, nos gros Mansins et nos petits courbus, c'est 9% du vignoble français aujourd'hui. Mais en revanche, on sent bien que c'est 50, 60, 70, je l'invente le chiffre, de l'intérêt des consommateurs pour redécouvrir autre chose. Aujourd'hui, le vin, quelle que soit sa qualité, etc., s'il est ennuyeux, c'est-à-dire s'il est déjà vu, eh ben, il génère de la déconsommation, il génère de l'ennui. En revanche, à chaque fois qu'on fait faire une découverte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'on partage une expérience avec la volonté d'un vigneron, le choix, la vision d'un vigneron, eh ben, on a envie de redécouvrir le vin, et le vin fait partie de notre culture et de notre envie. Il faut garder de l'optimisme. Je n'ai aucun consommateur, aucun jeune consommateur aujourd'hui qui est complètement étranger ou complètement imperméable à la volonté d'un vigneron quand il la sent. Quand entre le discours qu'il entend et ce qu'il y a dans le verre, il y a un lien très fort. Le vin est toujours aussi capable de créer de l'intérêt, de la passion et de l'envie. Olivier, merci beaucoup. Je pense que c'est passionnant pour les auditeurs de voir à quel point une démarche collective, ça il faut le rappeler, c'est quand même le plus important, c'est une démarche collective avec des vignerons, des familles, des gens qui sont passionnés et qui travaillent tous ensemble dans le même sens pour protéger un patrimoine de l'histoire de France. C'était une émission produite par Béthane Plus de Sauve, montage et prise de son, Nicolas Guillaume.